salimos a finales del 19, centrándonos en narrativa literaria, es decir, sin responder a género. Nos comimos la pandemia, el confinamiento, que fue un momento muy duro para muchas editoriales, logramos sobrevivir y seguimos esa línea, bajando un poquito a lo mejor el número de lanzamientos, y tuvimos pues, algún autor como fue Philippe Claudel, que apostó por nosotros también, porque realmente no es que yo hubiera apostado, o Bunker Books hubiera apostado por él, sino que él apostó por nosotros y nos dio la oportunidad de tener aquel primer libro que fue Inhumanos. Y en esta ocasión hemos repetido con un libro, El ruido de las llaves, también muy literario, que habla de sensaciones, que habla de sonidos, de olores, de lo que es estar en la cárcel, ¿no? Y nos habla tanto de los que están presos como de los que están impidiendo que estos presos se vayan, pero bueno, no voy a profundizar mucho más porque es cuestión de que lo hagan ellos y básicamente, insisto, mil gracias a todos por estar aquí y espero que la presentación, la charla y por supuesto el libro sean de vuestro agrado. Gracias. Hola, buenas tardes y feliz extensión del Día del Libro, la que hacemos hoy con Philippe Claudel. Todo un placer tenerlo aquí hoy. Con El ruido de las llaves, el gran Philippe Claudel, escritor y guionista francés, considerado uno de los mejores de su generación y que cuenta con reconocimientos como el premio Renaudot o el Goncourt de Lisan, se aleja de la narrativa próxima a la guerra como telón de fondo que caracteriza muchas de sus obras para presentar en este último título unas pequeñas instantáneas y retratos, cortas escenas cinematográficas o acaso una compilación de recuerdos y anécdotas que recogen su experiencia como docente en instituciones penitenciarias durante 11 años. Esto nos sitúa ante un libro de... Sí, c'est pas prison. Bon, pour l'instant, je vous dirai. Sí, no te dejaste. Vale, perdón. Simplemente mencionar, antes de dar paso a mi compañera, que es especialmente característico del libro su carácter fragmentario, en el que se entremezcla la prosa poética con microrelato o acaso una especie de entrada en el diario tomada a vuela pluma. Gracias a la maestría de su estilo y a su agudo uso de los adjetivos, es capaz de trasladarnos con apenas unas pinceladas al interior de una prisión, ese lugar cuyo olor está compuesto de una mezcla de sudores cocinados a fuego lento, con el aliento de cientos de hombres hacinados y el ajo y el tocino frito y la col. Allí, donde todo se reduce a la espera, el ruido de las llaves y las cerraduras componen el hilo musical, con el chándal como marca del estatus social, toda llena de hombres que se consideran inocentes y de mentiras dictadas para continuar soportándose. La cárcel, con innumerables leyes no escritas, pero que jamás se cuestionan, y presos que acuden a clase, a menudo, con un neceser en lugar de con un estuche. Así, el ruido de las llaves no es más que una especie de falso testimonio, en palabras del autor, pues no llega a saberse de la cárcel sin haber pasado una noche en ella. Claudel es consciente de todo ello y, fiel a su afán por profundizar en la condición humana, va más allá. Presenta la celda como unidad mínima de existencia, un término que ya usó la artista Louise Bourgeois,
cuestiona todos esos lugares que se convierten en una cárcel, entendida como fábrica de tiempo consumido, triturado y aniquilado, y se tornan un punto de inflexión vital, así como la idea de libertad y privacidad, y destaca la suspensión del tiempo en prisión, tanto para los presos como para sus familiares y allegados. Y sobre todo hace especial hincapié en el papel de la espera. Al igual que en prisión los presos pasan los días esperando algo, cualquier cosa, que rompa con su monótona existencia, adoptamos nosotros en esta postura vital en ciertas etapas de la vida. Una vez más, Bunker Books demuestra con el ruido de las llaves que apuesta por libros incómodos, esos que enfrentan la realidad en su crudeza y nos golpean por dentro, como ya aventuraba en Inhumanos, el primer título de Claudel publicado en la editorial. Claudel, buenas tardes. Buenas tardes, Anna. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias de estar aquí a la librería que el próximo año es el cumpleaños. 50 El próximo año. Sí, sí. 50. 50. Gracias, Muy Filipe. bien, gracias. Quisiera comenzar preguntándole que nos comente un poco cómo se le presentó la oportunidad de ser docente en prisión y qué le llevó a aceptar semejante reto. Comment s'est présenté l'opportunité d'être enseignant en prison et pourquoi avez-vous accepté tel défi? Alors, c'est moi en fait qui ai demandé, quand j'étais assez jeune professeur, je devais faire un stage, c'est moi qui ai demandé d'aller observer s'il y avait un enseignement dans la prison de la ville où j'habitais. He sido yo que he pedido participar ahí como un stage, como un internship, y pues he pedido ir a observar cómo era la vida allí dentro. Donc je suis resté 2 semaines dans cet établissement et j'ai pu constater qu'il y avait un seul enseignant, un instituteur, qui aidait les détenus qui ne savaient pas lire, à écrire, à apprendre la langue, mais il y avait de vrais besoins dans les matières fondamentales, en français, en mathématiques, en langue, en histoire, mais il n'y avait personne pour enseigner. Bueno, ha podido constatar que había un solo enseñante que se ocupaba de todo para enseñar a leer, escribir y pues ha visto que había necesidad de más enseñantes. Et donc je me suis proposé pour donner des cours de langue et de littérature française. Ça a pris un peu de temps, quelques années, mais finalement, au bout de 3 ans, l'administration pénitentiaire a accepté en France que des professeurs viennent donner des cours à des détenus. Sí, ha tomado un poco de tiempo, unos 3 años, pero al final ha aceptado y le ha dado clases de lengua francesa, de literatura, y pues sí, ha valido la pena esperar porque al final lo han aceptado. Et donc je me suis retrouvé pendant 12 ans avec des collègues qui enseignaient les autres matières fondamentales à venir 5 heures, 6 heures, 8 heures par semaine pour faire cours à des détenus volontaires qui venaient volontairement au cours. Entonces ha pasado 12 años de su vida enseñando unas 5 o 6 horas, de 5 a 8 horas a la semana a detenidos que venían voluntariamente a sus clases. Et ça a été une expérience extrêmement importante pour moi. J'étais encore jeune professeur, donc pendant ces 12 années, j'étais un jeune enseignant, j'étais encore un homme jeune et ça m'a permis d'ouvrir mon esprit à ce monde que je ne connaissais pas et qu'on connaît très mal, qui est la prison. Bueno, como entonces era joven, tenía unos 30 años, para mí es una experiencia muy buena, que me ha abierto mucho, especialmente la parte humana, para comprender ese mundo tan desconocido fuera y todo lo que había dentro. Et je terminerai en précisant que quand je fais cette démarche et quand
j'ai enseigné toutes ces années, je n'avais aucune intention littéraire. J'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur ça. J'y ai jamais pensé. J'y ai pensé quand j'ai arrêté. Bueno, quiero aclarar que en todos esos años yo no tenía ninguna inclinación literaria, no había escrito nunca y eso ha comenzado cuando he terminado con la prisión de mis años como enseñante en la prisión, pues a comenzar ese deseo de escribir. Sí, de hecho, Está Ana, sí, está sí. bien. De hecho, el libro fue originalmente publicado en Francia en 2002, uno de sus primeros libros, y Philippe ha llegado a decir que no sería la misma persona ni el escritor que es hoy en día sin esta experiencia en la cárcel. ¿Podrías contarnos un poco cómo te cambió aquello? Quand je suis arrivé, comme je le disais, j'étais très jeune. J'étais un jeune professeur. J'étais quelqu'un qui avait peut-être cette espèce de certitude que la jeunesse peut avoir sur le monde, la société. On a des idées très arrêtées. Et sur l'âme humaine aussi. Et finalement, toutes ces années à fréquenter des personnes qui étaient en prison m'ont permis de comprendre que tout était beaucoup moins simple que je pensais. Bueno, en ese entonces era joven y cuando uno es joven pues piensa que puede cambiar el mundo, puede cambiar todo. Pero todos esos años pasados en prisión, bueno, enseñando en prisión me han cambiado, me han hecho ver cómo es otras realidades. Et notamment, on a souvent l'impression, quand on ne connaît pas la prison, que les personnes qui ont commis des crimes les plus terribles sont bien entendu extrêmement différents de nous. Et que nous ne sommes absolument pas comme ça. Hein, qu'ils font partie finalement d'une autre catégorie d'espèces humaines. Et évidemment, tout ce que m'ont appris ces années-là, c'est de me rendre compte que non, ils étaient exactement comme moi. Et j'étais exactement comme eux. Bueno, en todo ese tiempo nosotros pensamos que la gente que está en la cárcel es totalmente distinta a nosotros, han cometido crímenes, cosas terribles, pero no es así. En todo ese tiempo que he estado con ellos me he dado cuenta que son exactamente como nosotros, han cometido errores, pero son como nosotros. Ensemble, il nous arrivait de nous rendre compte qu'on partageait les mêmes émotions artistiques, la même forme de pensée par rapport à la société, par rapport à la politique, qu'on pouvait être bouleversé par le même poème ou le même tableau. Et pourtant, moi j'étais le professeur et eux avaient tué plusieurs personnes. Bueno, en todo ese tiempo he visto que las mismas emociones que a nosotros nos afectan, también les afectan a ellos, tienen las mismas inclinaciones artísticas o alguno de escritura. Entonces he podido ver que tenemos mucho en común. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir finalement sur notre propre nature humaine et sur moi-même. Hein. Et, que me ha permitido reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre mi propia naturaleza humana. et par la suite, bien entendu, en plus de ne plus être le même homme, je pense que toutes ces années-là m'ont permis d'écrire beaucoup de livres, à commencer par celui-ci bien sûr, mais même d'autres livres. On parlait tout à l'heure du rapport de Brodeck ou des âmes grises, j'aurais sans doute jamais écrit ces livres-là si j'avais pas eu cette expérience professionnelle. Precisamente esa experiencia de haber estado ahí enseñando dentro de tantos años ha permitido que cambie mi perspectiva humana y que comience a escribir. Se ha comenzado con ese libro en 2002 o 2003, pero no solo ese libro, he hecho otros libros como el informe de Brodeck y otros que hablan siempre de esa naturaleza humana. Adentrándonos en este en concreto, en el ruido de las llaves, ¿podría contarnos qué le condujo a escribirlo y cómo fue el proceso de escritura, que según tengo entendido fue distinto a los demás? Quand j'ai arrêté d'enseigner en prison, c'était en l'an 2000. J'ai arrêté parce que les derniers mois avaient été très fatigants. C'est une expérience qui m'avait beaucoup apporté, mais qui commençait aussi à beaucoup me peser. Je n'avais plus l'énergie suffisante, donc j'ai décidé d'arrêter.
Yo he terminado por el año 2000. Esa experiencia ha sido muy fructífera, me ha dado mucho, pero también me ha agotado mucho como humano. Entonces, en esa época he decidido terminar. J'ai senti qu'il était temps que j'aille vers une autre expérience professionnelle. J'aime bien changer souvent des choses, donc je décide d'arrêter. Et je pensais finalement que, en arrêtant, la prison allait être derrière moi, que je commençais une autre vie dans ma vie, une autre étape. Et finalement, dans les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que la prison restait comme un poids très important. Je ne dis pas que j'étais dans une forme de dépression, mais c'était quelque chose avec quoi je vivais de façon extrêmement malaisée. Enfin, je n'étais pas bien. Bueno, todos esos años pasados me han emocionado de alguna manera y pensaba que habiendo terminado podía empezar a hacer otras cosas, pero me sentía, no deprimido, pero casi. Eso de la experiencia en la prisión me había pesado tanto que era un peso que había ahí. Entonces de alguna manera tenía que salir. Et c'est peut-être la première fois, et la seule fois d'ailleurs pour l'instant, où j'ai commencé à écrire pour quelque part me libérer de quelque chose. Y esa ha sido la primera vez que he comenzado a escribir, como una forma de liberación de eso que tenía dentro. Et je me suis dit, je vais essayer simplement de mettre sur le papier toutes les scènes, tous les souvenirs qui remontent de ces 12 années. Entonces me dije, simplemente voy a poner en papel todas esas emociones, todos los recuerdos, anécdotas que le venían a la cabeza y las iba escribiendo. Et bien entendu, dans mon idée, c'était pas du tout de faire un roman. Je voulais pas faire une fiction. Y no tenía la intención de hacer, quería hacer una novela, no una ficción, una novela con hechos reales. Mais je voulais écrire le plus simplement possible ces petites scènes qui me revenaient en mémoire. Y entonces quería escribir de la forma más simple posible todas las escenas que me venían a la cabeza. Comme si je les avais filmées ou fait des photographies de chaque scène. Como si las hubiera filmado o hecho fotografías de cada escena. Et je les ai posées côte à côte, comme ça, au fur et à mesure de l'écriture du texte. Entonces las he puesto una al lado de la otra a medida que escribía. Et un jour, ça s'est terminé, j'ai eu l'impression d'avoir tout dit, enfin, en tout cas de ce qui vraiment me semblait important. Y entonces ha llegado el momento en que me parecía que había puesto todo lo que a mí me había parecido importante. Et je me suis rendu compte que le livre avait pris cette forme assez particulière. Ce n'était pas un récit continu, ce n'était pas un roman, ce n'était pas non plus un essai sur la prison, mais c'était des scènes vues, des scènes vécues, posées les unes à côté des autres, sans qu'il y ait vraiment une narration ou un fil conducteur. Entonces me he encontrado con este libro tan particular, con escenas fragmentadas, que no necesariamente tenían un seguimiento. Era como pequeñas escenas filmadas y que pues había puesto una al lado de la otra. Et il y avait quelque chose aussi durant l'écriture qui me semblait important, c'est de ne pas essayer de faire de littérature avec ce matériau, mais d'être le plus sobre possible, le plus objectif possible dans ce que j'essayais de transcrire. Entonces no es lo que no quería hacer literatura realmente, sino quería hacer lo más sobrio posible, lo más verdadero posible y escribir todo lo que yo sentía esa naturaleza. Parce qu'on y reviendra peut-être, mais la prison est souvent un lieu qui donne naissance à beaucoup de fantasmes dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas, ou même dans le roman, ou dans le cinéma, ou dans les séries. C'est un lieu qui est souvent extrêmement déformé pour des raisons dramatiques, ou des raisons de suspense, des raisons d'intensité. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bueno, normalmente se deforma la prisión, es como un fantasma, especialmente para los jóvenes que no conocen. Y la literatura o la cinematografía pues deforma esta visión que tenemos de la prisión, y él no quería hacer eso, quería escribir algo que refleje la realidad que había allá adentro. Y a pesar de tu voluntad de
de no escribir una novela, pero sí escenas que habías vivido. ¿Te has concedido alguna licencia literaria? ¿Todas se basan en escenas reales o hay algunas también que son simplemente ficción? Vous avez compris? Ah oui, vous avez dit que tout ce qui avait été écrit, c'était votre souvenir, une anecdote. Bah, c'est tout réel, c'est passé vraiment. Vous avez vous permis quelques libertés littéraires et vous avez mis de la fiction, un petit peu. Non, aucune fiction. Comme je le disais, c'était vraiment une volonté de transcrire au plus près du réel ce que j'avais rencontré et vu ou connu. Mais évidemment, c'est fait avec ma subjectivité. Donc, tout documentaire, quand même, est fabriqué par un œil ou un cerveau. Donc, on intervient quand même. Je vais vous laisser traduire ça. No, todo lo que está escrito ahí ha pasado realmente, querido ser lo más objetivo, pero ahí está mi punto de vista, mi objetividad propia, porque he puesto mis emociones y cualquier documentario pues lleva la emoción o el punto de vista de quien lo escribe. Quand j'étais professeur avec des élèves, j'aimais bien faire cette expérience. Je leur montrais par exemple une séquence très courte de film et je demandais à chacune d'entre elles, à chacun d'entre eux, de décrire ce qu'ils avaient vu, tout simplement, le plus objectivement possible. Por ejemplo, en la clase les hacía ver un extracto de algún film y entonces les pedía a cada uno que describiera lo que habían visto. Cada uno diera su opinión. Et après, on avait de très courts textes, et il y avait 30 élèves, il y avait 30 textes très différents. Il y avait des points communs, évidemment, mais chacun n'avait pas vu vraiment la même chose. Y ahí nos encontramos con que había 30 alumnos en la clase y cada uno había escrito lo que había sentido, lo que había visto. Y eran 30 textos diferentes. Donc il faut être très modeste avec ce qu'on appellerait l'objectivité. Enfin, l'objectivité réelle, elle n'existe pas. Une scène est toujours vue par des yeux, par un cerveau, par une âme, par une sensibilité. Bueno, entonces no existe la objetividad así neutral. Existe siempre detrás de cada objetividad hay un cerebro, un sentimiento, un alma que lo describe. En tout cas, mon cahier des charges, c'était effectivement de ne pas faire de littérature et d'être au plus près du réel. Bueno, mi objetivo era siempre ser lo más real posible y lo más objetivo posible. Sin desvelar nada sobre el libro, quisiera incidir en una de esas pequeñas escenas que nos presentas en el libro, que me conmovió especialmente. Se trata de la de un preso que, incitado por usted, va escribiendo con sus faltas de ortografía y casi como si se tratara de un niño, la propia novela de su vida, y la titula Mi vida en la cárcel. ¿Siguió este tipo de estrategias con más reclusos? ¿Los animaba especialmente a escribir porque observaba en ello una posible forma de expresión que los ayudara a pasar el tiempo en prisión, más allá de sugerirles lecturas? Elle a dit que c'était un passage d'un détenu qui avait commencé à écrire sa vie en prison. Il avait intitulé Mes années en prison, ce qui l'intéressait le plus. Et que vous l'avez incentivé en quelque manière. Ça demande que si vous avez incentivé deux autres détenus à écrire comme ça, ou donner des idées comme écrire, des stratégies pour le processus d'écriture. Je venais comme professeur, je ne venais pas pour animer un atelier d'écriture, comme ça existe aussi, maintenant dans beaucoup d'endroits, dans des universités, dans des prisons. Donc ce n'était pas mon rôle d'inciter les détenus à écrire.
Bueno, mi rol era de profesor y no hacer un taller de escritura, como existe en otros lugares, universidades. Entonces lo que él fue a hacer es enseñante. Mais quand évidemment certains d'entre eux écrivaient des textes et voulaient me les montrer, j'acceptais volontiers de les lire. Pero entre ellos había quien le gustaba escribir, como este detenido, entonces y le mostraban su trabajo y él pues claro los alentaba y le gustaba esa iniciativa. Et la seule chose que je leur disais, c'est de continuer. Si ça les intéressait, si ça leur plaisait, si ça leur faisait du bien. Donc ce détenu dont vous parlez, à chaque fois, il disait oui, René, il s'appelait René, continuez. Entonces solamente les decía de continuar, si les gustaba, si les procuraba placer y les ayudaba sobre todo, entonces pues los alentaba a continuar, como ese detenido que escribía y entonces él decía muy bien, continúa. Mais je me souviens d'une fois où il y avait eu un désir du groupe que j'avais cette année-là d'écrire une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui montrait la prison, la vie en prison. Pero una vez se presentó un deseo de todo el grupo de escribir una pieza de teatro así de la vida en la prisión. Donc ensemble, on avait commencé à écrire, ils apportaient des idées, ils mettaient en forme, je lisais ça, on en parlait, et la pièce commençait un peu à s'écrire au fur et à mesure des séances. Entonces, pues hemos comenzado todos a escribir, cada uno aportaba ideas y para ir formando lo que iba a ser nuestra obra de teatro y comenzó a tener forma. Et un jour, j'allais commencer la séance et puis ils m'ont dit prof, ils m'appelaient prof, non pas monsieur ou Philippe, mais prof. Et ils m'ont dit prof, on va arrêter. Parce que déjà, on vit 24 heures sur 24 en prison. Et en plus, si on écrit sur la prison, alors là, on n'en sort plus. Bueno, un día le han dicho que basta, que iban a dejar ese proyecto porque ya vivían 24 horas en la prisión y pues escribir sobre la prisión, seguir escribiendo sobre la prisión pues era demasiado. Además lo llamaban prof, no le decían señor, ni profesor, ni prof. ¿Podría explicarnos un poco, como hablábamos ayer, las particularidades del sistema penitenciario francés, que como pudimos observar en su charla de ayer con un funcionario de prisiones, es mucho más duro y estricto que el español? Es diferente. En France, il y a deux types de prisons très différentes. Les prisons comme celles dans lesquelles j'enseignais, qu'on appelle des maisons d'arrêt, et qui accueillent donc les personnes qui viennent d'être arrêtées après avoir commis un meurtre ou un délit, qui sont présentées devant un juge, et ce juge décide de les incarcérer pendant le temps de l'enquête et voir jusqu'au procès, si ça va jusqu'à un procès. Bueno, en Francia es distinto. Hay dos tipos de prisiones. Hay una que se llama maison d'arrêt, que es como una casa de arresto, y es cuando un prisionero ha cometido un crimen o un delito, y entonces viene juzgado, y durante todo el tiempo que está juzgado, pues está en esa cárcel. Donc, dans ce type d'établissement, vous allez avoir des personnes qui sont là parce qu'ils ont commis plus de 10 fois des infractions routières. Vous allez avoir des personnes qui ont commis des viols. Vous allez avoir des personnes qui ont commis des meurtres. Et même, j'en ai vu un ou deux, des serial killers. Sí, entonces nos vamos a encontrar una variedad de prisioneros, quien ha matado, quien ha robado, quien incluso ha sido un serial killer. Donc c'est une population extrêmement diverse. Es una población carcelaria totalmente distinta entre ellos. Et le principe aussi de l'incarcération, c'est que ces personnes sont dans des cellules qui sont normalement prévues pour une ou deux personnes, mais comme en France il y a ce qu'on appelle une surpopulation pénale, souvent ces cellules de 9 mètres carrés sont occupées par 4 personnes. Y nos encontramos con celdas que
edificadas o concebidas para 2 personas, pues que hay a veces 9 personas y son de... ¿Vous avez dit combien? Non, 4 personnes dans 9 personas, mètres carrés. d'accord. En 9 metros cuadrados, pues 4 personas se encuentran. Et une des spécificités aussi de ces prisons-là, c'est que les détenus sont enfermés dans la cellule pendant toute la journée, sauf 1 heure ou 2 de promenade dans une cour. Además, una característica es que los detenidos están encerrados en la celda durante todo el día. Solamente hacen una pequeña un paseo diario y todo el tiempo están adentro. Les autres prisons qu'on appelle des centres de détention, des maisons centrales, c'est celles où vous allez lorsque vous êtes condamné, notamment condamné à une peine assez longue. Et là, les conditions de détention sont beaucoup plus favorables. Vous êtes seul dans une cellule et la porte de votre cellule est ouverte toute la journée. Vous pouvez entrer, sortir, vous promener dans la prison, aller faire du sport, aller dehors, rentrer, etc. Bueno, en otros centros centrales que ya son los que han sido condenados, pues las condiciones son mucho mejores, porque pueden salir, su celda está abierta, pueden hacer ejercicios, pueden pasear, es mucho mejor. Y están solos en una celda. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que la prison dans laquelle j'enseignais, la maison d'arrêt, c'est les prisons les plus difficiles, parce qu'il y a une vraie surpopulation, parce que les gens, vous pouvez vous retrouver avec des personnes, bien entendu, que vous ne connaissez pas et qui ont commis des délits très différents du vôtre, et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué à vivre, d'autant plus que, comme je vous le disais, vous êtes enfermé une grande partie de la journée. Bueno, por eso digo que esta casa de arresto es la vida es la más dura ahí, porque pues no hay este encerramiento total, hay todo tipo de personas, todo tipo de delitos que se encuentran allí y las condiciones son esas. C'est pour ça que dans ce type de maison d'arrêt, de prison, les activités qui sont proposées, des cours de français ou la rencontre avec un écrivain ou un médecin qui vient faire une petite conférence, sont très importants pour beaucoup de détenus. Por eso las pequeñas actividades que se proponen, como la visita de un médico, de un escritor, otro personaje, pues son muy importantes porque le sacan de esa monotonía. Mais il faut être aussi modeste parce que dans la prison dans laquelle je travaillais, il y avait à peu près 400 personnes détenues et disons qu'il y avait une quarantaine de personnes seulement, c'est-à-dire 10%, qui fréquentaient les activités du centre scolaire. La majeure partie des gens restaient enfermés dans la cellule à regarder la télévision toute la journée. Pero era muy poco, un porcentaje pequeño solamente asistía a estas actividades fuera de la celda. La mayor parte de los detenidos prefería quedarse mirando la televisión. Y son centenares de detenidos. ¿Cómo ha cambiado su concepto de libertad después de su paso por prisión? Porque imagino que será, tal y como cuenta en el libro, más allá de ese primer día, después de... Sí, sí. Ça, c'est le tout début du texte. Quiere leer un pasaje del libro en el que refleja cómo se siente después de el primer día, de su primer día de paso por prisión. Paralizado en la acera, la primera vez que salí de la cárcel, no pude caminar de inmediato. Me quedé ahí unos minutos inmóvil. Pensaba que, si quería, podía ir a la izquierda, a la derecha, o bien seguir de frente, y nadie pondría ninguna objeción. También pensaba que, si quería, podía ir a tomar una cerveza, un Ricard, o incluso un cappuccino en cualquier bistro, o bien regresar a casa y darme una ducha, 2 duchas, 3 duchas, tantas duchas como me apeteciese. En ese instante comprendí que hasta entonces había vivido inmerso en el disfrute de una libertad de la que ignoraba el alcance y las más comunes aplicaciones, incluso su exacta y quotidienne dimension. Et c'est vrai que c'est la première leçon que m'a apprise la prison.
Esa ha sido la primera lección que me ha dado la prisión. Et je me souviens très bien de ce premier jour d'avoir eu le sentiment de découvrir ce que c'était que la liberté. Ese día he tenido el sentimiento de descubrir qué es realmente la libertad. Mais cette émotion, je peux dire que pendant 12 ans, je la ressentais à chaque fois que je sortais. Vraiment. Pero esta más emoción la he sentido durante 2 años. Cada vez que salía de la cárcel sentía que era la libertad realmente, que uno puede hacer lo que quiera y en comparación de lo que viene. Et de ce fait, vous en venez à regarder la vie très différemment. Y eso hace que uno vea la vida de otra manera, de otro punto de vista, totalmente diferente. Et je me souviens à l'époque avoir dit à peu près dans ces termes-là ce que je viens de vous lire à un ami. Tu te rends compte, on peut aller à droite, à gauche, on peut boire un café. Il m'a regardé comme si j'étais un martien, quoi, loin de demeurer. Y hacía ese tipo de comentarios con un amigo, por ejemplo, decía, nosotros podemos ir a la izquierda, a la derecha, ir a un café, ducharnos. Y entonces el amigo lo miraba como si fuera loco. ¿Qué está diciendo esto? Je me souviens à l'époque que un président de la cour d'assises de Nancy, avant chaque session d'assises, faisait visiter aux jurés, c'est-à-dire aux personnes qui allaient prononcer la sentence, faisait visiter la prison pendant une demi-journée. Bueno, había un jurado, un juez de la corte que antes de cada sesión hacía visitar la cárcel por los jurados, hacía hacer un giro en la cárcel para ver. De façon à ce qu'ils comprennent où allait vivre la personne qu'ils allaient peut-être condamner. Para que se pueda entender dónde va a ir a vivir esa persona que iba a ser condenada, dónde podía ser destinada. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Alors ça ne se fait plus beaucoup, mais je trouve qu'il faudrait que chaque citoyenne, chaque citoyen aille passer une journée en prison. Y eso me parece algo muy interesante porque entonces, por eso digo que sería interesante que cada ciudadano pudiera pasar un día en la prisión. Ça permettrait de montrer que c'est pas un grand hôtel all-inclusive. Lo que permitiría demostrar que no es un hotel de lujo con todo incluido. Y por último, antes de dar la palabra al público, por si quieren hacerle alguna pregunta, con el ruido de las llaves presenta una realidad totalmente distinta, desconocida, a menudo llena de tabú y de tabúes y de numerosos sesgos, pero más allá de dar a conocer esta realidad de la cárcel, ¿hay algún mensaje en concreto que quiera transmitir con este libro? Quizás hacer pensar en la espera como forma de vida, en reflexionar sobre la idea de libertad con la que contamos. La volonté, c'était de partager avec le public ce récit d'une expérience, de leur donner aussi une autre vision peut-être de ce monde qui est un monde que les gens ne connaissent pas mais qui fait beaucoup rêver, qui fait beaucoup fantasmer. C'est-à-dire que sans connaître la prison, les gens ont la plupart du temps des idées extrêmement arrêtées sur la prison et une imagination qui leur vient, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de la télévision, des séries. Bueno, lo que quería es mostrar cómo es la vida realmente ahí y no como la fantasmean, como la agrandan en otros lugares. Y para los jóvenes, muchos jóvenes piensan que pues ahí van como un hotel a mirar la televisión. Entonces quería hacer conocer la realidad cruda que hay en ese lugar. Et c'était une façon, comme je le fais depuis 20 ans maintenant, parce que je retourne beaucoup en prison pour rencontrer des détenus, des personnels, pour parler, c'était une façon aussi de créer un lien entre l'extérieur et l'intérieur, entre les deux mondes, parce que la prison, elle fait partie de notre société. Et il ne faut pas que la société soit aveugle vis-à-vis d'elle. Y es también como un puente entre los dos mundos, porque
prisión es parte de nuestra sociedad y mi deseo era de hacerla conocer, sacarla un poco, porque todavía voy a la prisión, ha pasado 20 años creo, y todavía continúo a ir a visitar a algunos detenidos, a algunas novedades, y pues es como este puente que quería entre el mundo exterior y el mundo de adentro. Et la prison, c'est un lieu malheureusement nécessaire. C'est vrai qu'il faut à un moment enlever de la société des personnes qui sont dangereuses pour la société, dangereuses pour elles-mêmes. Il faut aussi, c'est le principe de la peine. La peine est là aussi pour faire prendre conscience à la personne qu'elle a enfreint la loi. Mais dans le même temps, on peut aussi quand même faire en sorte que ces lieux soient des lieux humains et non pas ajouter à la peine d'enfermement eh bien, la difficulté à vivre dans un espace qui soit aussi saturé comme en France, hein, et qui rende le quotidien terrible. Bueno, en la prisión es un lugar que es necesario, es triste pero es necesario, y que hace reflexionar a los internos, a los detenidos que han cometido algún error, que han cometido faltas contra la sociedad, pero mi idea era de hacerla más humana. No, ya tenían su pena, ya tenían su carga, su prisión, entonces quería que se pudiera humanizar la prisión. Después de este primer contacto con la escritura, ¿cómo surgió la siguiente novela? ¿Cómo encaró el planteamiento y qué le hizo plantearse una nueva perspectiva de vida como escritor? Après cette première expérience d'écriture, comment est née la deuxième et les autres? Quel était votre processus C'était pas la première. Hein. J'avais déjà publié plusieurs livres avant ce livre-là. Donc ce livre s'inscrivait dans une continuité d'écriture, mais c'était la première fois et une des rares fois que j'écrivais quelque chose qui n'était pas de la fiction, qui n'était pas un roman. No era la primera vez que escribía, ya había escrito varios libros, pero es la primera vez que escribía algo que era totalmente real, que no había ficción ahí. ¿Y dónde se encuentra más cómodo? ¿En la ficción o fuera de ella? Vous vous sentez plus à l'aise dans la fiction ou dans la réalité? La vérité, c'est que je n'aime pas trop parler de moi. J'aurais beaucoup de mal à construire toute une œuvre rien qu'en parlant de moi-même ou des gens que je rencontre, des gens que j'aime, etc. Donc je suis plus enclin à aller vers la fiction. Me siento más cómodo con la ficción porque no soy una persona que habla mucho de mí o lo que hace, lo que deja de hacer. Y entonces me anclo más a la ficción. Il y a une écrivaine en France que je connais. Si vous la rencontrez, forcément, vous allez être dans son prochain livre. Hay un escritor en Francia que si lo lee, si lo conoce, pues va enseguida al siguiente libro. On est tous des voleurs, les écrivains, on prend des choses. Hein. Mais elle, vraiment, elle vous prend, elle vous met dedans. Los escritores roban las ideas, las cosas, pero ella sí coge de aquí y de allá. Généralement, c'est jamais à votre avantage. Y normalmente no es para ventaja de uno. Je ne donnerai pas de nom. No voy a decir el nombre. Muchas gracias, Philip. Muchas gracias. Si queréis hacerle alguna pregunta a Philip, tenéis la oportunidad de tomar el micro. Pero sin... Con micro. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana, por esta presentación. Y yo no sé si es una pregunta o es un hecho que a mí me reconforta de un modo especial. Yo habitualmente no vivo en Madrid. La semana pasada vine aquí a otra presentación
y descubrí que usted hoy estaba aquí. Y yo tenía que estar. ¿Por qué tenía que estar? Yo a usted lo descubro con almas grises que me llamó la atención. El informe Brodek ya me pareció algo, en fin, impresionante, pero sobre todo lo que desbordó cualquier adjetivo que yo le pudiera poner fue la nieta del Señor. Me parece una literatura de un nivel importante, sobre todo en 3 libros, porque a veces un autor comienza con un buen libro y el resto parece que decae. En su caso, sobre todo en esas 3 novelas, tiene un nivel que a mí realmente me ha hecho reconciliarme con la literatura en el sentido más amplio de la palabra. Si tendría que primero dar las gracias por esta oportunidad que yo pensaba que jamás la iba a tener, por vivir en un sitio como Pamplona y usted en Francia, y encontrarnos aquí parece maravilloso, pero ya puestos, sí que le quería preguntar ¿tiene consciencia cuando crea de la calidad de lo que crea que de alguna manera condicione escritos posteriores? Muchísimas gracias. La pregunta, traducir solo la pregunta final. Si vous avez conscience tiene conciencia de la calidad de lo que escribe, de la calidad de de lo la que importancia que va a tener después. la importancia de votre Si escritura dans d'autres condiciona livres. la escritura posterior. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous me dites, ça me touche beaucoup. Muchas gracias. J'essaye en fait d'être sincère quand j'écris. C'est la seule boussole que j'essaye de tenir, de regarder. Bueno, gracias por todos sus conceptos que me han hablado mucho. Dice que trata de ser auténtico, honesto, y es la sola, ¿cómo se dice? Se la razón. Sí, que no única brújula. Ese es el objetivo, la brújula, sí, esa es la brújula que le guía para escribir su próximo libro. C'est assez facile d'écrire des livres. On peut écrire plein de livres. Mais j'essaye d'écrire des livres qui sont essentiels pour moi. Que je ressens vraiment comme essentiels à écrire. Es fácil escribir libros, pues se puede escribir muchos libros, pero yo quiero escribir algo que sea esencial para mí. Algo que me refleje. Et ce qui est facile aussi, c'est de refaire ce qu'on sait faire. Lo difícil también es de demostrar lo que uno lleva dentro, de hacer y rehacer. C'est facile de faire, de reproduire ce qu'on a déjà fait. Et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de ne jamais faire le même livre et d'explorer des sentiers, des chemins humains toujours nouveaux. Es fácil hacer lo que uno ya ha hecho, pero lo que me interesa es explorar otros senderos, hacer cosas nuevas, profundizar en otros aspectos. Donc finalement, chaque fois que j'écris un nouveau livre, c'est comme si je n'avais jamais écrit. Por eso cada vez que escribo un libro nuevo es como si nunca hubiera escrito. Et même si tout ce que vous m'avez dit me touche beaucoup, et je vous en remercie, j'essaye aussi de faire une chose, c'est de ne jamais penser au lecteur. De ne jamais penser à lui plaire, à lui faire plaisir, voilà. Mais j'essaye de penser simplement au texte. Por eso cuando escribo, aunque sí le agradezco muchos conceptos, no pienso al lector, sino pienso en decir lo que quiero decir. Merci. Je vais faire une question sur le dernier livre. Quand vous êtes à la prison, il y a eu dans certaines situations dangereuses pour vous? Vous pouvez traduire votre question en espagnol, s'il vous plaît. Bueno, estaba preguntando sobre el último libro
que le está diciendo que durante el periodo que hay de él a la prisión, que si en algún momento ha habido situaciones peligrosas para él. Très franchement, sur 12 ans de travail en prison, j'ai très peu vécu de situations où je me suis senti en danger. C'est peut-être arrivé 2 fois. Et encore une fois, je n'ai même pas eu le temps de m'en rendre compte. Sinceramente, no, en 12 años que he estado realmente conviviendo en la prisión, pues han ocurrido quizás 2 veces y una vez ni siquiera me he dado cuenta. Une fois, c'était avec des très jeunes détenus qui avaient 14, 15, 16 ans, qui avaient commis des actes graves, des viols, des meurtres. Et la communication a été très compliquée avec eux. Ils étaient souvent très agressifs, même vis-à-vis de moi, parce qu'ils me mettaient dans le même groupe que les policiers et les juges, vous voyez. Donc ils avaient souvent des réactions très, très agressives. Una vez fue con un detenido muy joven de unos 14 años que había cometido delitos graves, violación, asesinatos, y que era muy, muy agresivo con todos. Y él me ponía pues en el mismo nivel que los guardias, que los policías, entonces pues también era agresivo conmigo. Et une fois dans un groupe comme ça, il y en a un qui a pris le petit bureau qu'il avait devant lui et qui me l'a jeté comme ça de toutes ses forces. Et j'ai fait ça. Et j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Es por eso que lo he preguntado. Digo, claro, él va, pero allí la gente... Sí, bueno, esa vez le tiró un escritorio, una mesa, y él tuvo que hacerse a un lado para evitarla. Donc je n'ai pas eu le temps d'avoir peur et c'est après seulement je me suis dit, bon, j'aurais pu me prendre une table quand même dans la figure. No he tenido ni siquiera tiempo de tener miedo porque luego ya he pensado que, claro, si me daba la mesa en la cara, pues me habría hecho daño. Et une autre fois, il y avait eu un détenu que je connaissais assez peu, il était peu venu au cours, il était un peu particulier. Et je sais plus les circonstances, il m'avait dit, prof, quand je sors, je vais chez vous, j'égorge votre femme et je vous égorge. Otra vez ha sido como un detenido especial, poco extraño, que le dijo que cuando hubiera salido de la cárcel, pues iba a violar a su mujer, a él mismo, pues a agredirlo. Y a pesar de eso iba. Mais il n'est pas venu. Hein. Pero no ha ido, no. Pour le moment. Encore, après ça, vous allez encore à la prison. Oui, mais parce qu'en fait, je sais pas, je prenais pas ça au sérieux, ce qu'il me disait. Sí, yo continuaba a ir porque no tomaba en serio esas cosas. Mais la seule fois où j'ai eu peur, vraiment, c'est en sortant d'un cours. Je sortais de la petite salle, il y avait un petit couloir où il y avait d'autres détenus qui sortaient d'autres salles. Et puis soudain, il y avait là un homme, un détenu, qui était incarcéré parce qu'il avait tué plusieurs femmes. C'était un serial killer en fait. Hein. La única vez que tenía miedo es cuando salía de un curso y había me encontraba en un corredor y ahí estaba en una puerta un detenido. Y en otra parte estaba otro que pues tenía fama de haber sido un serial killer, un asesino serio. Et c'était un tueur en série, mais qui a heureusement été arrêté dans sa série. Il a quand même tué, je crois, 4 femmes, mais il a été découvert, donc il a été arrêté, il a été incarcéré. Pero menos mal que ha sido detenido, sujetado y encarcelado. Et il est passé soudain d'une attitude comme celle que j'ai maintenant, calme, souriante, à une explosion de violence. Y ha pasado de una actitud así tranquila a una explosión de violencia. Et il a commencé à vouloir taper sur tout ce qui était autour de lui. Y ha comenzado a dar patadas, golpes a todos los que estaban a su alrededor. Et là, j'étais très très heureux qu'il y ait un surveillant, qui est aussi un moniteur de sport, qui immédiatement a sauté sur lui. Y gracias a Dios había este vigilante que lo ha reducido. La ceinturé, a réussi à l'assommer contre la porte. Enfin, c'était Lo ha assez puesto très violent. contra la puerta y pues ahí se terminó, pero era algo muy violento. Bon, là c'est vrai que je me sentais tout petit, tout faible. En ese momento sí me he sentido pequeño y débil. Mais vous voyez, c'est deux événements en 12 ans. Souvent, il ne se passe pas grand-chose en prison, en fait. Hein. Y son que son 2 episodios en 12 años. Y realmente no es la prisión lo que pensamos, no pasan tantas cosas malas. Et ces choses-là pourraient arriver dans une librairie.
Y eso podía pasar también en una librería. La última pregunta. Merci, Claude. Merci beaucoup. En el primer párrafo cuenta la primera sensación al salir de la calle. La primera sensación al entrar. ¿Qué es peor? ¿El ruido de las llaves o el ruido de la puerta? C'est pas le bruit des trousseaux. Le bruit des trousseaux, ça vient progressivement. Ça vient comme une musique de fond, vous voyez. Au fur et à mesure que vous allez en prison, vous vous dites, mais oui, c'est ça le son de la prison. C'est ces gros trousseaux de clés qu'on entend. Donc c'est pas la première impression, ça. No, la primera impresión no ha sido el ruido de las llaves, porque eso viene poco a poco en la prisión, que uno se va acostumbrando, es como una música de fondo. La première impression, c'est plutôt, comment dirais-je, une impression progressive quand vous passez le premier sas, le deuxième sas, le troisième sas, et là vous ressentez vraiment que vous êtes en train de quitter le monde pour entrer dans un autre monde, et que vous ne pouvez pas en sortir facilement. Sí, es más bien la sensación de entrar en un módulo, pasar a otra puerta, otro módulo. Y entonces en ese momento uno se da cuenta que está entrando en un mundo distinto al que está afuera. Et vous avez les sons qui accompagnent ça, quoi, les clac, clac, clac. Et donc là, vous avez vraiment la sensation d'entrer dans un univers qui est quand même très différent. Entonces el ruido que hace eso es el clac y el abrir las puertas, entonces eso nos hace entender que realmente estamos entrando en un universo que es desconocido para nosotros. Et puis l'autre sensation aussi, peut-être plus, enfin, qui est venue assez vite, mais qui est plus, j'allais dire intellectuelle, c'est peut-être pas le mot, mais quand on réfléchit un peu quand même, c'est de se dire que malgré la puissance de notre esprit, notre intelligence, notre culture, nos capacités intellectuelles, on ne peut rien faire contre des murs et des barreaux. C'est plus solide que nous. Bueno, la otra percepción es más bien intelectual. Es pensar que a pesar de nuestra inteligencia, nuestra cultura, nuestra instrucción, pues no se puede hacer nada contra las barras, contra los muros. Que tout ça n'a aucun effet contre la puissance et la dureté de la matière. Que no tenemos ninguna fuerza, ningún poder contra el poder de la materia. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Philippe firmará libros, pero antes tenemos que hacer un pequeño descansito. ¿No? ¿No? Vale. Non, mais on va Vale. faire ça tout de suite. Vale, pues ya, vamos a empezar enseguida. Vamos a comenzar con la firma. Muy bien, muchas gracias.